Et bonjour à tous et bienvenue sur le Twittom Talk Show. Je suis actuellement vraiment déçu de ce qui s'est un petit peu passé ce week-end, comme tout le monde, mais je suis content ce soir de recevoir mes amis Tony Cellier, la voix de France Bleu Provence. Salut Tony. Salut à tous, salut. Je suis avec Thierry Audibert, qui est donc un des blogueurs du Phocéen. Salut Thierry. Et bonjour tout le monde. Aioli, comme on dit à Marseille. Aioli, ouais, ça c'est toujours ta petite intro dans le Phocéen, je remarque. Je suis avec Gunther. Salut Gunther. Salut la team. Et je suis avec René. Salut René. Bonsoir à toutes et à tous. Vous allez sûrement pas le croire, mais René devrait avoir un bon micro ce soir. On espère faire un bon talk. Donc du coup, on va dans une première partie parler du SCO Angers OM, le débrief, ensuite faire un focus sur les joueurs. On va se demander si on va avoir une fin de saison plus compliquée que prévu. On va repartir, avoir la tête à l'Europe sur ce match Strasbourg-OM dans une partie 4. Et enfin, la dernière partie, les questions des auditeurs. Donc on y va tout de suite. Partie 1, SCO Angers OM, le débrief. Je vais vous poser la question habituelle, messieurs, les invités. Donc Tony, à quoi tu t'attendais avant ce match? Est-ce que tu étais confiant? Est-ce que tu étais serein? Voilà, parle-nous un petit peu de ton ressenti. Très franchement, avant le match, moi alors je suis très très mauvais sur les pronostics. Si vous avez un problème, si vous faites des paris sportifs, c'est le dernier mec à appeler, c'est moi. En général, je me plante toujours. Après Angers, c'est pas que j'aime pas y aller, c'est que je le sentais pas très bien. Très franchement, pour plein de raisons. Et ça peut paraître des détails totalement insignifiants, mais il y avait un temps pourri. Il flottait, il faisait gris, il y avait une drôle d'ambiance. Et rien que ça, déjà, je me disais. Ça sent pas le piège, mais c'est pas la journée qu'on a connue ces dernières semaines. On est un petit peu sur un petit nuage. Et ça paraît rien, mais l'ambiance, déjà, j'aimais pas trop. Angers, c'est l'équipe qui bouge quasiment n'importe qui est capable de bouger quasiment n'importe qui, même si je sais bien que le SCO est toujours en train de lutter pour son maintien. Et ça pourrait paraître facile après le match de se dire je vous avais prévenu. N'empêche que voilà, ils étaient devant leur public, c'était plein. On savait très bien que avec un point ou 3 évidemment, mais ils seraient quasiment maintenus. C'était l'occasion pour eux, en tout cas, de briller. Et puis comme toutes les équipes qui jouent contre l'OM, ça joue à chaque fois à fond. Il y avait trop d'éléments qui faisaient que moi, j'étais pas super serein. Ouais. Est-ce que Thierry, toi, tu partages ce que dit Tony? Est-ce que tu étais aussi, on va dire, hésitant sur ce match? Oui, je pourrais dire à peu près la même chose que Tony. Moi, déjà, par nature, l'Olympique de Marseille, c'est peut-être l'un des clubs les plus imprévisibles du championnat de France. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est Marseillais et supporter de cette équipe, et qu'on attend toujours beaucoup trop. Mais globalement, effectivement, on ne sait jamais sur quel pied danser avec l'OM. Et bon, quand on faisait un petit peu le bilan, non seulement de la fatigue des joueurs après une demi-finale très intense, des blessures et des difficultés à avancer quand on a quasiment 60 matchs dans les jambes, oui, je m'attendais à ce que ça soit compliqué. Voilà. Mais sans me dire non plus, sans être comment dire, particulièrement pessimiste non plus. Ouais, René, est-ce que tu penses que ça peut s'expliquer, comme dit Thierry, par cette accumulation de matchs, donc on en est quasiment à 60 là, et de se dire, simplement, l'OM n'avait plus l'habitude de pratiquer autant de matchs sur une saison. Qu'est-ce que tu en penses? Ou il y a une autre explication? Déjà, c'est compliqué de passer après Tony et Thierry. Ils ont quasi déjà tout raconté. Donc, oui, je peux que confirmer ce qu'ils viennent de dire. Et, oui, la fatigue, à un moment donné, ça se ressent. La fatigue plus la motivation de l'adversaire de jouer contre nous. Parce que justement, l'adversaire doit absolument marquer des points pour se maintenir. Voilà, tout ça faisait qu'on s'attendait à un match compliqué. Et ce fut le cas. Moi, j'ajouterais quand même que je me demande si certains n'ont pas peur de se blesser, en fait. Oui, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs que j'ai trouvés sur la réserve. Je pense au Campos en particulier. On va y revenir dans les cas particuliers, mais tu as raison de le souligner. Gunther, est-ce que à un moment donné, je vais te donner une image qui me reste en mémoire là, je vois Angers mener, on va dire, avoir un sursaut d'orgueil et n'avoir aucune réponse en face. Comment tu peux expliquer, alors que l'OM est quand même connu pour cette caractéristique d'avoir un assez gros mental? Au final, là, on l'a pas vu. Moi, je pense vraiment qu'ils avaient la tête à l'Europe. C'est vrai qu'à une époque, c'était naturel. Tous les matchs avant les Coupes d'Europe, on se disait, oulala, ils vont avoir la tête à l'Europe, est-ce qu'on va gagner? Et en fait, on n'est plus habitué à ça. Et j'ai l'impression que ce match-là, tout simplement, c'était le retour de cette mentalité du
dû jouer petit, penser au match d'après. Je crains que c'est ça qu'on a vécu. Ça peut se comprendre, hein, c'est une Ah demi-finale. oui. Mais, surtout qu'en fait, les joueurs expérimentés ont été là, et ce sont justement ceux qui sont moins expérimentés qui étaient dans cette philosophie, j'ai l'impression, style Bounassar, Ocampos et tout ça. Oui, il y a quelqu'un qui voulait réagir peut-être à ce qu'il a dit. Non. Bon, à la limite, oui, je pourrais rebondir là-dessus, dire que on a aussi un peu la physionomie du match qui nous amène aussi à penser qu'on pouvait peut-être espérer mieux. C'est que, bon, non seulement il y a ce penalty qui arrive très vite et peut-être un peu trop vite, c'est une des questions qu'on peut se poser au sujet de cette rencontre, qui fait que les joueurs partent plutôt sur de bonnes sensations. Et puis on a aussi cette paire, la charnière centrale, Gustavo Rami, qui a été impérial avec Pelé derrière pendant une grande partie du match, et qui fait qu'on était plutôt tranquille, quoi. Voilà. On savait qu'il y avait en face la volonté de nous bouger, et ils y arrivaient, mais moi j'ai été serein, franchement, serein jusqu'au but, hein. Ouais. Et après coup, parce que c'est vrai que Tony a raison de souligner qu'on a la sensation qu'il y avait les joueurs qui restaient un petit peu sur la retenue, et ça, on peut le comprendre quand on sait après les difficultés qu'aura Rudy Garcia pour composer son équipe s'il y a trop de blessés. Mais il y a aussi ces éléments-là que ça a commencé à mon avis à basculer lorsque, paradoxalement, Gustavo est passé au milieu. Parce que moi, tant qu'il était en défense centrale avec Rami, mais je craignais rien, quoi. Et à partir du moment où il y a eu ce décalage-là, il a mis un peu de temps pour se remettre dans le poste, dans les contraintes du poste. D'ailleurs, il a pris un carton parce qu'il est arrivé en retard sur un joueur à un moment donné. Et c'est à ce moment-là, j'ai l'impression que les autres ont été galvanisés, quoi. Le fait de ne plus le voir derrière en défense centrale leur a donné le sentiment qu'il y avait peut-être des possibilités. Je vais aller un petit peu plus loin que ça. On va rester dans cette partie-là pour bien parler de l'opposition des systèmes, entre guillemets. Tony, je vais te donner la parole. Donc à l'écran, vous avez bien évidemment une compo où vous voyez 5 défenseurs. C'est parce que j'ai pas pu faire autrement que le logiciel. C'était bien 4-1-4-1. Tony, est-ce que tu trouves... Moi, j'ai ce sentiment que cette composition en face, 4-1-4-1, avec une équipe un petit peu joueuse comme l'a été Angers, c'est un petit peu ce qui nous a fait défaut cette saison. Tu en penses quoi ? Tu peux la refaire? Alors, Tony était dans son yaourt, il faut le savoir. Donc c'était pour faire un clin d'œil à son ami Najed, bien évidemment, on le sait tous. Donc du coup, je disais, cette saison, on a été en difficulté contre ce système, le 4-1-4-1, et surtout contre des petites équipes comme ça, qui sont pas forcément pétries de talent, et qui ont une volonté d'aller de l'avant. Est-ce que tu trouves pas que c'est ce qui nous a fait défaut, alors que clairement nos joueurs n'avaient plus la niaque avec l'accumulation de la fatigue, quoi? Ouais, j'arrive pas à croire à une histoire de système, moi, en fait, hein, très franchement. Plus une histoire de défaillance collective où il y a beaucoup de joueurs qui sont en dedans en même temps, le même jour. Oui, c'est exactement ça. C'est plus comme ça que je me l'explique, en fait. Hein. J'ai pas vu de coup tactique de la part de Stéphane Moulin qui fait que Garcia s'est loupé. Moi, son 4-4-2 avec Germain, si on peut appeler ça un 4-4-2, qui pour moi n'était pas vraiment, parce que Germain était transparent, parce que NJ avait sa cape d'invisibilité. On n'a jamais trop su vraiment ce que proposait l'Olympique de Marseille, quoi. Alors René vient de rire parce que tu as critiqué NJ devant moi. Mais non, pas du tout. Non. Alors, je vais juste. C'est interdit. Non, j'ai pas tous les codes encore. Non, c'est parce qu'en fait. C'est une dictature l'émission. Voilà, c'est un petit peu une dictature de la pensée sur le fait que, et pour moi, NJ est plutôt mal utilisé, et dans le cas, c'est plutôt de la faute de Germain. On y reviendra, mais simplement pour se ça dire... m'intéresse. Non, simplement pour se dire... non, je vais rester c'est sérieux. C'est un mystère. Je vais rester sérieux 5 minutes. Est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, ça c'est ma grosse interrogation dans le match, outre l'attaque qui a été scandaleuse sur tous les plans, hein, je te donne raison entièrement là-dessus, moi je trouve qu'on s'est plutôt fait bouffer au milieu. Est-ce que tu n'as pas ce sentiment que Zambo a été bon, mais Lopez a été quand même assez léger contre ces équipes angevines?
Zambo, moi je l'ai trouvé, il m'a fait peur pendant 10 minutes et après il est vraiment monté en puissance et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu à ce niveau-là. Et il était pourtant tout désigné pour être le coupable idéal vu ce qu'il a produit ces derniers temps. Et ça m'embête pour Maxime Lopez parce qu'effectivement lui, par exemple, était en dedans. C'est pas la première fois qu'on perd la bataille du milieu de terrain. Et c'est vrai, là je te rejoins sur le côté, on tape facilement sur Germain et Ndiaye, mais en fait. Est-ce qu'on n'a pas eu énormément de mal à les trouver justement parce qu'on s'est fait bouffer au milieu? Moi, je vais poser une question à Gunther. Est-ce que justement, pour rejoindre ce que disait Tony et on va dire en ajoutant au trio, Zambo, Lopez, mais surtout Germain, est-ce qu'on n'a pas cette paillette dépendance qui, lui, est capable de bien exploiter nos attaquants parce qu'au final, même Thauvin a été en dessous, quoi. Il y a exploiter, faire le lien. Faire le lien. Mais en fait, Payet donne un sens à notre collectif parce que je trouve vraiment que ce match est le symbole total de ça en fait, parce qu'avant que Payet soit là, j'avais même pas compris qu'on jouait à 2 attaquants en fait. Je comprenais pas. Devant ça avait aucun sens, tous nos offensifs ça le faisait pas. Et dès que Payet est rentré, au moins il y avait une logique. On cherchait un peu plus à combiner, même si on l'a mal fait. Et c'est pas la première fois dans la saison que je vois ça, même à l'époque où Payet était pas top. Quand il n'était pas là, je voyais pas comment ça tournait. Peut-être que pour ceux qui se demandaient si 30 millions c'était un petit peu trop, moi je pense qu'en voyant ce visage de 7 OM sans Payet, on se rend compte que 30 millions c'est peut-être le juste prix pour un joueur comme lui, non? C'est le juste prix pour un joueur comme lui qui joue toute la saison comme il joue en ce moment. Exact. Oui, voilà. Ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même. Après, parce que tu peux prendre un meneur de jeu qui fait son taf sans qu'il soit excellent comme Payet à son top niveau. Et on n'en serait pas là sur les matchs où il n'est pas là, tu vois. Ouais, je vais avancer sur un sujet aussi qui, moi, ça m'a vraiment sauté aux yeux sur ce match-là. René, est-ce que tu trouves pas qu'on était en difficulté sur la défense, même si on a eu raison de souligner la bonne association Rami-Gustavo, mais notamment sur les sorties de balles qui ont été vraiment compliquées. J'ai cette image où on galère à sortir le ballon et les assauts reviennent. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu peux expliquer ça? Ça m'a pas spécialement frappé, pour tout dire. Maintenant, c'est peut-être aussi dû au fait qu'en face, on avait vraiment affaire à une équipe qui était mort de faim et qui en avait tout simplement plus envie que nous. Donc, la récupération de balles, elle vient aussi de là. On a été certainement émoussés et puis, je sais pas, peut-être déjà la tête à jeudi. Donc, je pense que chaque fois, on va revenir à la même explication, quoi. C'est qu'on n'y était pas et voilà, et en face on avait une équipe qui comme l'a dit Tony tout à l'heure, se bat pour survivre en Ligue 1, quoi. Vas-y, pardon. Oui, moi je partage pas votre avis sur le milieu, Zambo Lopez. Je pense ils ont eu des difficultés parce que ça repartait beaucoup de derrière chez les Angevins parce que justement on n'arrivait pas à tenir la balle devant. Et donc elle revenait assez vite et que très souvent, que ce soit Ndiaye, Thauvin un peu moins, mais Ndiaye voire Germain, laissait partir les Angevins un peu trop facilement. Donc voilà, et Thauvin quand même c'est un peu plus battu que les deux autres parce qu'il a un peu plus ça dans le sang, mais il était un peu moins en forme pour le faire aussi. Et c'est très net. Moi j'ai encore revu tout à l'heure une occasion je crois que ça doit être sur la première frappe angevine d'ailleurs, et pourtant on est au début du match, c'est Ndiaye qui laisse partir le mec, quoi, voilà. Et je crois que malheureusement ce côté-là, le milieu l'a subi ça, parce que globalement Zambo Lopez ont pas mal ratissé de ballon et dans la construction ils ont plutôt été efficaces, mais après quand le ballon allait devant, ils revenaient tout de suite. Donc voilà, je suis pas trop d'accord pour les responsabiliser. Alors, sur les problèmes. Ouais. Moi, je trouve qu'on a beaucoup balancé quand même. Oui, voilà, c'était ça. Beaucoup de longs dégagements, un festival de chandelles, comme on en voit rarement avec l'OM. Moi, je trouve vraiment que Lopez, quand même, en fait, pour moi, ils ont tous été un peu défaillants. Et Lopez a été défaillant dans le sens que dans les deux milieux, c'est lui qui doit relancer. Et à chaque fois, il repassait par Gustavo qui se retrouvait soit obligé de lui redonner. Et au final, il lui redonnait de nouveau, donc obligé de balancer. Et nos latéraux n'ont pas fait le job parce que souvent, on repart depuis nos latéraux. Bounassar, mon chouchou, je suis désolé, il n'a pas fait le job qu'il fait d'habitude niveau relance en combinaison. À ma vie, pareil. Et devant, on a eu des mecs qui... En fait, je critique Thauvin tout à l'heure, mais c'était pas exactement pour la même raison. C'est Thauvin, plusieurs fois, il nous a mis vraiment en galère sur des passes très simples qu'il va faire, et d'un coup, ça te fait une contre-attaque. Et pour moi, c'est autant dangereux que ce que
NJ ou Germain n'ont pas fait, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je comprends aussi ce que dit Tony, cette difficulté à poser le jeu. Je nous ai senti assez en panique, fébrile dans la relance. Comme dit Tony, il y a eu beaucoup de chandelles qui ont, au final, c'est vraiment ça que je voulais dire à la base sur les ballons qui revenaient de façon incessante. C'est parce qu'on n'arrivait pas à poser ce pied sur le ballon, pardon. Mais ça doit être en partie les milieux qui sont responsables, parce que habituellement on a des milieux qui proposent des solutions pour repartir de l'avant avec une recherche permanente sur le jeu vers l'avant. Hier on n'a pas vu ça, ça a été criant. Voilà, est-ce que quelqu'un pense différemment? Est-ce que vous voyez les choses autrement? Non? Moi, j'ai plutôt vu de la construction. Hein. Les ballons qui ont été balancés sont des ballons souvent qui ont été, dégagés hein, ouais, à un moment donné dans des situations d'urgence où tu n'as pas vraiment la possibilité de repartir en mettant le ballon par terre. Mais globalement, c'est plutôt dans la transmission de devant. Moi, je trouve que qu'on s'est pris des vagues à cause du fait qu'ils ont trop laissé partir de devant. Quoi. Ils n'arrivaient pas à tenir le ballon devant. Les choix étaient, que ce soit Ocampos, que ce soit Ngier, que ce soit Germain, n'ont jamais réussi à créer de bons enchaînements. Quoi. On va y revenir sur les cas alors qu'au milieu, Zambo et Lopez, dans la construction qui leur revient, ont plutôt été bons. Lopez, j'ai vraiment du mal. Moi, j'ai trouve vraiment. J'ai une visualisation de Lopez avec les 3 mecs devant lui et il lève les bras, genre, les gars, je fais quoi maintenant? Ben non, fais une passe à un des 3. Et du coup, il se retourne et il passe à l'autre. Moi, franchement, j'ai bloqué sur Lopez sur ce match-là. Je m'en souviens d'une où il y a un super appel de Valère Germain qui part dans le dos de la défense aussi. C'est Lopez qui a le ballon et qui le trouve jamais, quoi. Ouais, il est un peu trop lent. Bon, ouais. Après, je dis pas que c'était facile sur le coup, hein, mais non. La tribune, moi j'ai vu le déplacement de Valère Germain, c'était assez tôt dans le match. C'était, si on lui donne le ballon, c'est fini derrière. Quoi, c'est pour ça que je disais, Tony garde la parole, mais c'est pour ça qu'on disait, avec cette absence de Payet qui est en capacité de dynamiser le jeu et de l'accélérer, de sentir les bons coups sur ses attaquants, on a vu vraiment on dirait que le milieu de terrain ne comprenait pas l'appel de ses attaquants. Tu vois, il y avait une incompréhension. L'équipe était coupée en deux, non? Ouais, exactement. Il y avait peut-être moins de mecs qui décrochent et puis qui portent le ballon. Après, faut pas oublier le boulot des Angevins aussi. Hein. C'est physique. Toko Ekambi, Mangani, on les a vus très souvent dans les pieds des défenseurs marseillais. Et je dis pas que c'était pendant 90 minutes comme ça, mais il y a eu des longues phases où il y avait un pressing offensif très très haut des joueurs de Angers. Clairement, je pense qu'on n'est pas trop habitué à jouer comme ça. Oui, peut-être que Sanson aurait fait du bien aussi. Ça, les choix après, Sanson en ce moment. Mais quand on parle qu'il y a eu un problème pour le jeu en avant, déjà si t'as Sanson, ça va peut-être plus vers l'avant qu'avec Zambo. Tiens, garde la parole. Est-ce que tu penses que, comment comment tu considères la gestion du cas Sanson par Garcia? Est-ce qu'elle n'est pas un petit peu étonnante? Le problème, c'est que voilà, ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Il y a même un moment, on se demandait où on devait le placer sur le terrain, le pauvre garçon. Donc, c'est ça le problème. Voilà. Maintenant, mais c'est vrai que depuis 2-3 semaines, j'ai quand même l'impression que ça va un petit peu mieux. Et voilà, peut-être que contre Angers, il aurait peut-être été plus utile. Enfin, je sais pas. Je me pose la question. Il y a quand même, on peut penser, ou on peut espérer aussi qu'il y a dans la vision du match de Rudy Garcia du match jeudi prochain, je pense qu'il va donner un rôle à Sanson un peu plus de box-to-box pour aller contrer, parce que on peut supposer que les Autrichiens vont prendre des risques et qu'il y a des remontées de balles à faire, et peut-être qu'ils voient très bien Sanson là-dedans pour percer les lignes, quoi. Oui, bon, moi je suis pas choqué par le fait qu'il n'ait pas joué, quoi. Le problème, c'est qu'on est dans une série de matchs à 6 points, pour prendre cette expression que j'aime pas toujours, mais il n'y a aucun match qu'on peut vraiment laisser passer. L'Europe, certainement pas. Les matchs de championnat ici en fin de saison, c'est super serré. Donc, tous les matchs valent cher et là, ça devient compliqué de faire tourner un effectif qui est fatigué, qui est limité qualitativement. C'est vraiment tout sauf évident pour Garcia, à mon avis. Ouais, je vais juste en profiter pour expliquer un petit truc à donc nos invités. On va prendre en direct à chaque fois les questions des gens sur le chat et ça crée un petit peu de l'interactivité. Donc vas-y du coup, Gunther, est-ce que tu peux lire les questions?
Ouais, il y Enfin, a les Kendrick. affirmations, du moins. Non, Kendrick, c'est une question. Il demande s'il y a que lui qui trouve que Lopez et Zambo ont mal défendu sur ce match. Vas-y, Tony, si tu veux bien répondre à Kendrick. Ouais, bon, on était un peu dedans, on les a déjà, ils en ont déjà pris pour leur grade tous les deux. Ouais. Moi, c'était plus. Ouais, mais on n'a pas parlé du plan défensif. Quoi. Du plan défensif. Ouais. Après, si quelqu'un a une autre réponse, allez-y, le laissez pas dans la panade. Non, j'aime. Enfin, moi Zambo, je trouve qu'il voilà. a fait un bon match défensif en tout cas. Bah, Ouais, pour moi, on défend en équipe, donc j'aime pas trop ce. Je vais prendre la deuxième question débat. parce que je m'attendais plus à la première. Du coup, Gunther, c'est toi qui as été mauvais là. C'est une question de Jubadio qui disait: est-ce que vous avez aussi cette sensation que Lopez a atteint son meilleur niveau et qu'il progresse plus depuis un certain temps? Thierry, commence là-dessus. Moi, je le trouve déjà mieux qu'à un certain moment de la saison où effectivement il avait moins de ressorts et il était beaucoup moins efficace dans son jeu et beaucoup trop latéral. Donc là, je veux dire, j'ai épousé les mêmes thèses que tout le monde, quoi. Je le trouvais pas assez vertical. Sur le match d'hier, moi j'ai trouvé qu'il a mis beaucoup de fluidité dans le milieu. Il a été très présent pour ses partenaires, pour leur proposer des solutions à chaque fois. Il a toujours été plutôt juste. Je l'ai pas vu perdre beaucoup de ballons. Et dans les aspects défensifs, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il prenait des gens lancés et c'était difficile pour lui de les arrêter, quoi. Voilà. Donc la seule fois où il a arrêté un mec, c'est à la fin et il fait une faute qui entraîne le coup franc qui va donner le but. Mais bon, il a été présent sur l'aspect défensif, quoi. Alors je suis même pas sûr qu'il fasse faute d'ailleurs. Je suis pas certain qu'il y ait vraiment faute sur ce coup franc. Oui, je pense qu'elle y est, ouais, je pense. Elle y est, et je vais te dire pourquoi, Tony, parce que moi, ça fait plusieurs fois que je remarque ce petit défaut chez Lopez, on va dire sur cet aspect-là. Peut-être par jeunesse, il pêche un petit peu par jeunesse, mais c'est surtout qu'il fait des fautes un petit peu inutiles et c'est pas le premier match, quoi, tu vois, où il est un petit peu vicieux dans ses attaques, je trouve, et parfois ça provoque des situations, notamment la situation du but. Donc je me demande, est-ce que Lopez à ce poste-là est pas un poil plus haut, c'est pas plus judicieux à un moment donné, parce qu'à la base, faut pas oublier que le minot, il est plus dans le rôle d'un numéro 10 que d'un numéro 6, 8. Défensivement, c'est quand même assez léger, quoi. Moi, je le préfère plus haut aussi. Je pense pas qu'on lui rende service vraiment en le faisant jouer aussi bas. Après, ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il rechigne pas. Enfin, s'il faut aller au contact, il y va. Alors qu'il a tout sauf les atouts pour être un combattant au milieu de terrain. Je trouve qu'il gratte dans l'ensemble. On va pas parler que de ce match-là, mais dans l'ensemble, quand il joue à côté en milieu défensif, je trouve qu'il gratte quand même pas mal de ballons. Puis quand il faut mettre des coups, il en met, alors que tous les mecs en face de lui rendent 20-30 cm, quoi. Oui, et puis est-ce qu'on pourrait dire, puisque la question au départ c'est de savoir s'il avait encore de la marge, effectivement s'il a de la marge, à mon avis, c'est en jouant plus haut et en prenant plus d'initiative, parce qu'il est encore jeune et on va dire qu'il débute, même s'il commence à avoir quand même plus de 50 matchs de Ligue 1 dans les jambes, c'est sur la prise d'initiative où il a des capacités techniques pour passer la dernière ligne, qu'on le verra peut-être un peu plus dans les prochaines années, quand il aura encore pris du galon. Là, il est encore en apprentissage, hein. Il est tout jeune, hein. Je suis assez d'accord là-dessus. On va avancer un petit peu, messieurs. Je vous ai affiché depuis tout à l'heure les statistiques. On va pas faire de l'analyse parce qu'au final, on a été, je pense, assez complet sur l'analyse de ce match-là. Simplement pour vous remarquer que c'est pas les stats habituelles de l'OM, que ce soit extérieur ou à la maison. On n'est pas habitué à avoir aussi peu de tirs dans le jeu, donc ça prouve bien qu'on a été inoffensif dans ce domaine-là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de plus à dire. On a quand même concédé 14 tirs, c'est énorme. C'est en accord avec ce qu'on a parlé avant. Petit point sur le classement, pour vous montrer que l'Olympique de Marseille est donc 4e à 1 point de Monaco, 2 points de l'OL. On y reviendra dans la 3e partie, donc vous jetez pas pour vous dire est-ce que c'est possible, pas possible d'atteindre cette 3e place. Pour l'heure, on va passer au cas particulier. Et on va se poser la question. On va commencer par Valère Germain. Donc Tony, toi qui disais que c'était un fantôme, est-ce qu'il y a un problème actuellement? Est-ce que peut-être tu as des infos? Est-ce qu'il y a un problème, Valère Germain, dans cet effectif? Comment tu peux expliquer que ce joueur qui était quand même pas mal dans d'autres équipes n'arrive pas à se faire cette place à l'Olympique de Marseille actuellement, quoi?
Bah, alors, le problème, c'est que j'avais un argument tout fait Vas-y. et malheureusement, ils ont joué à 2 devant hier. Et ils étaient censés jouer à 2 devant. Ouais, donc Moi, mon mystère avec Valère Germain, c'est qu'on sait très bien dans quelle configuration il brille. On sait très bien qu'il a besoin d'avoir un mec à côté de lui devant. Et je pense qu'on le prend très tôt dans le mercato parce qu'on se dit putain, le mec il est intelligent, il se déplace bien, il marque, voilà, c'est une moyenne de buts sur cette dernière saison qui est largement acceptable, il a un très bon comportement. Il a le profil idéal pour être sur un début de recrutement. Et puis finalement, il n'est pas du tout intégré dans un schéma de jeu qui est taillé pour lui, quoi. Donc hier, ça aurait pu être la belle occasion, mais il n'est pas aidé par NG. Si on met peut-être un autre attaquant à ses côtés, peut-être que ça va mieux hier. Je veux pas lui chercher toutes les excuses parce que le problème que je vais avoir, je vais être honnête avec vous. J'ai un gros problème avec Valère Germain, c'est que j'ai une vraie sympathie pour lui. Tout le monde. Pas parce qu'on est presque, non, parce qu'on se ressemble en plus. Mais quand il interviewe, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est son père qui est en train d'interviewer. Et du coup, moi, je lui trouve toujours beaucoup d'excuses. Et sur le match d'hier, c'est sûr que son bilan, il est catastrophique. Il n'a servi à rien. Donc, je vais avoir du mal à vraiment le défendre. Et en même temps, j'ai pas envie de l'accabler. Je l'attendais dans ce système-là, sauf qu'à côté, il y a un mec qui est encore plus transparent que lui. Attends, le truc, juste avant que quelqu'un se lance sur son cas, moi j'ai pas senti cette sensation où il jouait en réel 4-4-2. Hein. J'ai senti vraiment Germain en retrait, peut-être dans un rôle de 9,5 ou quoi. Ouais, mais tournant derrière l'attaquant, ce qu'il aime bien. Voilà. Ouais, mais après on va revenir au fait que les transmissions vers les attaquants n'ont pas été bonnes. Parce qu'il fallait qu'ils viennent chercher des ballons plus bas que prévu. Ouais, c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Thierry, quand tu es dans le cœur. Quand tu es dans le cœur du jeu, tu touches que 11 ballons. Parce que, justement, il était en retrait. Normalement, quand tu es en retrait, tu es dans le. En plus, axial. Je veux dire, c'est pas normal de toucher aussi peu de ballons. Il est forcément coupable, en étant vraiment au milieu du terrain, d'avoir que 11 ballons. Non, il a fait 11 passes. Hein. Il a touché 11 passes, oui, 11 passes. Oui, excuse-moi. Mais 11 passes, c'est. Quand tu joues en rôle de 9,5, tu peux pas faire juste 11 passes. Et pour moi, c'était même pas 9,5, parce que ça fait des mois je milite pour le voir un peu en milieu de terrain. Et là, j'ai eu l'impression qu'il était milieu offensif central, limite. Ouais, c'était un petit peu ça, ouais. Le système. Et Thierry, est-ce que tu as le retour des slides ou pas? Je te demande juste avant. Oui, je le vois. Est-ce que tu vois sa hitmap là, c'est donc là où il a touché ses ballons. Est-ce que ça te semble cohérent dans ce rôle? C'est quand même un peu surprenant, non? Oui, mais je ne sais pas exactement quelles étaient ses consignes, mais bon, c'est très clair qu'il a beaucoup décroché, qu'il a essayé de venir proposer des solutions dans les espaces, mais je trouve qu'il a reçu les ballons de plutôt mauvaise qualité à chaque fois. Ouais. Et bon, il n'y avait pas forcément autour de lui le monde qu'il fallait pour pouvoir transmettre correctement. Le seul moment où il le fait correctement, c'est pour NJ à un moment donné, et NJ foire le truc. Bon, moi, j'ai aussi, c'est pareil, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. On peut dire très clairement qu'il n'y est pas là. Voilà. Je pense qu'il a du mal à exister en ce moment et que ça doit le ronger. Et je pense qu'à un moment donné où il va sortir de là. Voilà. Ça, moi, je suis sûr que le meilleur est à venir là pour les matchs qui viennent parce qu'il il va pas rester comme ça, quoi. C'est clair. De toute façon, avec la récente blessure. Alors, est-ce que Tony, tu as plus d'infos que nous là-dessus? La blessure de Mitroglou, c'est bien 2 semaines. On est d'accord? J'ai pas eu de retour aujourd'hui. C'est ce qu'on disait hier soir. Ok, bah du coup, est-ce que on a plus de chances de le voir lui pour le coup jusqu'à la fin de la saison si c'est 2 semaines pour Mitroglou? C'est qu'on a le choix entre un mec qui a un cerveau et un poulet sans tête. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais après, c'est comme ça. Moi, je vous explique. C'était gratuit. Oui, tu as fait exprès, je le sais. Maintenant, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Si pour moi, les ballons étaient donnés dans le mauvais tempo, et c'est pour ça qu'il est hors jeu. Après, vous dites ce que vous voulez. Ouais, voilà, c'est comme ça. C'est. J'ai le droit de défendre mon poulain. C'est comme ça. C'est quand même dommage d'avoir le mec le plus rapide sur le terrain. Ouais. Parce qu'il peut se permettre même de mettre de la marge, d'avoir de la sécurité. C'est quand même sur le papier, je pense qu'il n'y avait pas un mec plus rapide sur le terrain hier. C'est trop quoi. Bounassar quand même rapide. Hein. Mais après, de l'autre côté. Non mais Bounassar c'est un joueur de foot.
Hier soir, c'était pas flagrant, mais oui, je suis d'accord avec toi. On va passer du coup au prochain joueur parce que c'est pas. Juste Vas-y. le petit message de Doc Pepper sur le chat qui Vas-y, disait prends-le. Germain, on ne lui a jamais mis la pression, contrairement à d'autres joueurs. Donc ouais, là, il n'y a plus d'excuses. On l'a mis dans du coton. Ah, C'est en pas gros, faux, tu penses qu'on lui a trop dit, ouais, mais il est sympathique ce joueur, il donne toujours tout. Bah, c'est vrai que c'est vraiment le joueur qui a été protégé depuis le début du championnat, alors qu'on est extrêmement dur avec des Mitro, des NJ, n'importe qui en fait. Mitro, il a quand même eu des ovations du public que Germain, il a jamais eu. Hein. Ouais. Je trouve qu'il y a eu une vraie clémence sur la saison pour Mitroglou. Oui. Merci. Ah ouais Merci. Ah oui. Et je passe mon temps à. Ouais, mais le il a un mec, capital. Ouais, mais il a un Il a un capital sympathie inexplicable. Je vous voulais dire inexplicable. Ah bah alors là, je suis en hallucination parce que pour moi, c'est vraiment. On parle de Germain là, tu vois. Quand tu dis ça, je pense pas une seconde qu'on puisse Non, mais penser Julien, ça. Julien, toi, tu parles avec la rage en vis-à-vis Les d'NJ. gars, on va pas parler de Mitroglou, il est pas concerné, étant donné que c'est le seul joueur de France à se blesser avant même de rentrer sur le terrain et en ayant fait une talonnade. Donc on va pas parler de Mitroglou ce soir. Oh là là. On va parler de. Pour moi, c'est un petit pincement au cœur de Lucas Ocampos parce que un joueur aussi généreux que lui sur cette saison, je parle bien sur cette saison, il est quand même responsable et du but qu'on prend et du face-à-face qu'il met pas, qui nous aurait mis à l'abri pour le coup. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation d'Ocampos? Gunther commence là-dessus parce que c'est aussi un de tes chouchous. Ouais. Voilà. Déçu, parce que je n'ai pas reconnu mon Ocampos tant aimé. D'ailleurs, je pense que niveau duel. Tu sais, il est quand même à 19, mais 5 gagnés quoi. Ben oui, justement. Ocampos, en général, depuis le début de la saison, j'ai l'impression qu'il était au moins à 1 sur 2 gagnés. Ouais, c'était à peu près ça. Alors là, c'est 1 sur 4. Non, est-ce qu'il se retient pour l'Europa League? Est-ce que lui est fatigué? À la limite, pour moi, tu vois, c'est un des rares joueurs de l'équipe où j'accepte l'excuse de la fatigue parce que c'est dur de penser que c'est mental quand même avec Ocampos. Pendant toute la saison, on n'a pas arrêté de dire le mec, qu'on gagne, qu'on perde, on s'en fout, il court comme un fada. Donc, est-ce que c'est la fatigue physique ou est-ce qu'il pense au match d'après? Je sais pas. Je pencherais physique, mais j'ai été déçu de sa prestation. Ouais. Je crois pas que Ocampos soit quelqu'un qui calcule. Il y a jeudi, il y a dimanche, machin. Je crois que c'est un gars, il donne tout à chaque fois dans la mesure du possible. Oui. Ouais, il a arrêté son match, tout simplement. Thierry, est-ce que tu fais ce même constat? Est-ce que tu peux l'expliquer autrement ou vas-y. Oui, moi je pense qu'il y a bien sûr il y a la fatigue qui rentre en ligne de compte. Je pense que le schéma tactique hier le servait pas forcément. Il a fallu qu'il bouge un petit peu plus sur une plus grande partie du terrain. Il en a encore couvert beaucoup et le problème c'est que c'est vrai qu'il a perdu pas mal de ballons. Enfin, il a mal négocié certains moments importants, certains moments clés et ça, oui, bien sûr, ça on le voit, donc forcément ça lui tombe dessus. Et en plus, effectivement, il se fait lober 2 fois sur des coups de pied arrêtés. La première, ça passe parce que la tête est pas réussie et Pelé la capte facilement. Mais la deuxième, effectivement, il est pour lui. Bon, il se place où il faut. Et le problème, c'est qu'il voit pas le mec arriver derrière, lancer, voilà, et il prend son impulsion beaucoup trop tard et c'est mort, quoi. Et bon, par contre là, il n'est pas seul responsable, à mon avis, il aurait dû avoir quelqu'un au deuxième poteau, oui. Voilà, mais là il y avait personne. Et ouais, c'est un petit peu ça le constat. Tony, je crois que tu soulevais un point aussi en se disant, en début d'émission, en disant que certains joueurs ne voulaient pas se blesser. Est-ce que tu penses qu'il jouait tout en retenue sur ce point-là ou lui il triche pas? Qu'est-ce que tu en penses? A priori, c'est pas la mentalité du mec de devoir jouer avec un frein à main. Après, quand tu l'as présenté, tu as bien rappelé, je crois que le qualificatif que tu as utilisé, qui est le bon pour Ocampos, c'est le généreux Ocampos. Le problème de Campos, c'est que quand il n'a pas toute cette débauche d'énergie, soit il sauve son match parce qu'il est décisif en marquant un but du genou, pour pas parler d'une autre partie du corps, soit on se rend compte que ça reste qu'Ocampos, quoi. Ça reste moyen. Voilà. Ouais. Donc soit il galope partout, il défend comme un chien parce qu'il a l'énergie, peut-être qu'il l'avait pas hier, cette énergie-là. Mais forcément, quand il compense pas par ça, quand il marque pas, ça reste un joueur moyen. Et du coup, j'ai une interrogation, c'est est-ce que
c'est un joueur qu'on a envie de voir pour aller jouer, pourquoi pas, une éventuelle Champions League l'année prochaine, s'il est autant limité on va dire, dans ses moyens techniques, ou qu'est-ce que tu en penses? Bon, quand on fait le bilan de la saison, Ocampos, malgré tout ce que je viens de dire, aujourd'hui, il est quasiment incontournable à gauche. Oui, après, je pose la question, attention, ça veut pas dire que je pense ce que je suis en train de dire, mais certains vont peut-être se poser la question, parce que... Moi, je dirais pas forcément titulaire, mais dans un groupe... c'est un garçon qui aura toujours son utilité. Voilà. Ah oui, je dis pas que j'en ferai un titulaire, mais je le garde, oui. On y reviendra là-dessus, mais on y reviendra dans une autre partie, mais je vais juste vous poser la question. Est-ce que vous trouvez pas que les gens sont un peu trop défaitistes suite à ce match nul? C'est même pas une défaite, mais quand on regarde notamment sur Twitter, Le problème, juste, c'est qu'il reste 3 matchs dans le championnat, donc chaque point compte. Et bon, malgré tout, quand tu vois le calendrier de Lyon et Monaco et le nôtre, malgré tout, va falloir cravacher pour aller rechercher ce point-là, en espérant que nos adversaires se cassent la gueule à un moment donné. Donc, oui, on a loupé une occasion 5 étoiles de grimper sur le podium et peut-être de plus le lâcher. On va y venir par la suite, ça, René, t'inquiète pas. Je vous affiche très très rapidement les stats, parce qu'on en a assez parlé de Lopez, le pauvre. Les stats de Lopez, pour ceux qui veulent les voir, la hitmap, quand même que 6 duels pour 1 de remporté. C'est là qu'on se rend compte qu'au final, il a été sur ce plan-là un petit peu inexistant. Je vais juste redire un dernier truc sur Lopez. Faut quand même pas oublier, parce que tout à l'heure, quand même, on nous demande est-ce qu'il a pas atteint son niveau max. Le mec, il a 19 ans. Bounassar, il a attendu 27 ans avant d'être bon. Ça ne veut strictement... Oui, mais ça ne veut strictement rien dire, son niveau aujourd'hui. Non, il n'a pas du tout atteint son niveau max. Et je pense que cette saison a joué plus bas. Ça va lui faire du bien à l'avenir. Un peu comme quand Thauvin s'était retrouvé limite défenseur droit sous Bielsa. Et que il a progressé énormément sur le plan défensif. Je pense que Lopez, cette année, progresse énormément sur le plan défensif. Et quand il rejouera à une place plus haute, dans un schéma où il peut combiner dans les petits espaces, là où il maîtrise le plus, cette saison lui sera vachement bénéfique sur le long terme. Oui. Et moi je dirais, quand il sera Max, il sera bonbon. Ah, très bon ça. Je pense que ça va faire plaisir à René qui adore les jeux de mots. Voilà. Tout à fait. Donc du coup, je passe très rapidement aussi sur Zambo, parce qu'on en a parlé aussi. Lui, pour le coup, c'est les stats habituelles. Le guerrier, le soldat, 21 duels, bon là, 13 gagnés, 5 dribbles tentés, 5 dribbles réussis. J'ai ce souvenir de cette espèce de roulette qui a soulevé ce stade à Angers, là-bas. J'ai plus le nom en tête, désolé. Mais du coup, est-ce que vous pensez... Raymond Coppa. Ouais, Raymond Coppa, merci pour la perche. Et du coup... est-ce que vous pensez pas que ce joueur-là peut quand même avoir... Enfin, certains pensent qu'il est un petit peu limité, qu'il ne progressera pas, notamment sur le plan offensif. Est-ce que vous pensez la même chose, ou est-ce que vous pensez qu'il a quand même encore une marge de progression, Zambo? Le problème, c'est que parfois, c'est Yaya Touré, et des fois, c'est son cousin Germain, quoi. Ouais, c'est un peu la bonne forme. Une histoire de régularité, quoi. Après, on a souvent vu, quand il n'était pas avec Luis Gustavo, il avait quand même beaucoup de mal, quoi. Ouais. Comme la majorité des gens à côté de lui, au passage. Eh oui, il fait briller tout le monde. Ouais, exactement. Il est encore très jeune, et donc lui, il peut encore bien progresser, je crois. Il faut qu'il progresse déjà dans les dribbles, dans la frappe de balle aussi, parce qu'il a une frappe en bois. Oui, il a encore de la belle marge de progression. Faut surtout le garder. À mon sens. Et si, je pose une petite question un peu provoque, mais si un club anglais pose 20 millions sur lui l'année prochaine, vous le vendez ou pas? Ça se réfléchit. Voilà, moi perso, je regarde jusqu'à quel point. Je serais fort étonné que ça arrive. Hein. Non mais moi je le vends. Je sais pas que ça va arriver, mais pourtant, à 20 millions, faut quand même pas faire les cons. Si, il y a des clubs anglais qui sont capables de foutre 20 millions sur Zambo Anguissa. Largement. Ah si. Largement. Ouais. C'est pour ça que je pose la question, jusqu'à quel point on serait capable de le garder l'an prochain. Bon, après il reste 3 matchs, on va pas tirer le bilan d'un joueur sur toute une saison. 20 millions, c'est énorme, hein, c'est clair. Bon, on va passer à la prochaine partie, messieurs, à savoir, est-ce que... j'ai nommé cette partie une fin de saison un petit peu plus compliquée que prévu. Je vous ai affiché à l'écran les calendriers respectifs de Monaco, Lyon et l'OM, avec peut-être un voire 2 matchs en plus pour l'OM, si on se qualifie pour la finale d'Europa League. Du coup, au final, on pensait qu'on avait le calendrier peut-être le plus évident, mais quand on se rend compte que Guingamp
a montré les dents face à Paris, que Amiens n'est pas si mal que ça en cette fin de saison et que Nice va être aussi un élément déclencheur, est-ce qu'au final on n'a pas le calendrier le plus compliqué, messieurs? Thierry, je commence par toi. Oui, on peut le parce qu'on a deux bons clients là, Nice et Guingamp, et il va falloir se les taper. Alors, moi je fais partie de ceux qui pensent que si on arrive à se qualifier, on va avoir une sorte de coup de boost et que ça peut passer contre Nice. Mais ça sera très très compliqué. Mais le déplacement à Guingamp, ouais, ça sera du même style qu'Angers à mon avis. Hein. Ça va être ric-rac et on ne sait pas encore si on aura tous nos joueurs, quoi. Exactement. Et moi, je veux aussi poser une question. À Guingamp, tu vas sans Rami et sans Luis Gustavo. Attends, Rami, ils ont fait appel quand même. On peut se dire. C'est pas suspensif. Hein. Ah, on a fait appel. D'accord. Oui, on a C'est fait pas appel. suspensif. C'est pas Par contre, pour revenir sur le calendrier de Lyon, le déplacement à Strasbourg, la réception de Nice avec leur gardien remplaçant, là, Georgelin ou Gorgelin, je sais pas quoi. Moi, je les vois pas faire carton plein non plus. Hein. Après, il n'y a pas que leur attaquant. Enfin, il n'y a pas que leur goal. C'est pas. Moi. Ceux qui pensent que le gardien de Lyon va leur être plus préjudiciable que Rami, je suis pas d'accord avec ça. Ah mais ça j'ai pas dit, mais ce sera plus préjudiciable que d'avoir ton gardien titulaire qui est quand même, sportivement parlant, un bon gardien. Oui. C'est quand même différent, il y a une marge de différence quand même. C'est certain. Après, bon, moi je voulais pas regarder plutôt Lyon parce qu'il me semble que Lyon... Moi je dirais que c'est Monaco qui est le plus difficile en fait. Est-ce qu'ils n'ont pas ce parcours un petit peu C'est ça qui est intéressant. Tony? Monaco a 3 équipes qui ont pour l'instant encore quelque chose à jouer. Exact. La course au maintien pour Caen, la course au maintien pour Troyes, et ça ce sont 2 déplacements pour les Monégasques. Et honnêtement, j'aimerais pas être une équipe qui se cogne Saint-Etienne en ce moment. Non, parce qu'ils sont en train de revenir très très fort et ils veulent je pense qu'ils chassent cette 5e place, pardon, qui est... 2 pour le maintien et 1 pour l'Europe. Donc 3 équipes qui sont encore concernées. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que Monaco rajouter à ça la dynamique, 2 défaites, 1 match nul, série en cours, dans la tronche, qu'est-ce qui se passe, les absents, les blessés, ça fait beaucoup quand même. Peut-être. Est-ce qu'il y a une réponse à ça? On a vu ce Monaco qui semblait être inatteignable à la 2e place à un moment donné. Il s'écroule. Voilà. On se dit finalement que la 3e place va jouer avec eux. Est-ce que vous pensez, voilà, si vous deviez parier maintenant, est-ce que vous pensez que Monaco va lâcher complètement jusqu'à la fin de la saison? Pour reprendre un petit peu les propos de Tony. En tout cas, moi, je les ai vus contre Amiens ce week-end. C'était dégueulasse. Hein. Mais il n'y avait pas d'autre mot. Voilà, ça. Aucun sens, tu te dis. Mais... une purge totale, mais il n'y avait rien. Il n'y avait pas de construction, il n'y avait pas de liant. Je sais pas, c'est incompréhensible en fait. Mais moi, j'ai quand même peur que là, le fait d'avoir fait match nul, d'avoir flippé qu'on passe devant et que finalement on n'a pas sauté sur l'occasion, est-ce que ça va pas remobiliser les troupes? C'est ça qui me fait peur en fait. Je sais pas, le mal a l'air quand même assez profond. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je sais pas si en quelques jours comme ça ils vont y arriver, perso. Oui. Vas-y Thierry, je sens que tu veux intervenir. Oui, moi je pense que si des 2 clubs, celui qu'on a le plus de chances de rattraper, c'est quand même Monaco. Lyon, j'y crois pas trop, mais bon, on sait pas quoi, c'est ça le truc. Et effectivement, si on regarde juste notre simple calendrier, on pourrait dire que c'est nous qui avons le meilleur si on n'avait pas la Coupe d'Europe. C'est toujours pareil, quoi. Donc c'est du luxe, hein, c'est du luxe de pouvoir penser comme ça, parce que si on avait eu à signer sur cette configuration-là, je suppose qu'on l'aurait tous fait, quoi. Mais effectivement, ça sera plus facile de prendre Monaco que Lyon, quoi. Du coup, je vais partager la question que m'avait posé Kendrick. Il voulait pour la fin de l'émission, mais ça tombe bien. Ne pensez-vous pas, si l'OM se qualifie pour la finale le jeudi, cela va rebooster l'équipe malgré la fatigue, à commencer par dimanche contre Nice, surtout qu'on peut s'attendre à une grosse ambiance vu le contexte? Oui, assurément. Moi, je pense aussi que c'est une bonne chose si jamais. Je pense que ils peuvent aller chercher ces dernières forces, le second souffle du moins en cette fin de saison, par une qualification, parce que là ils sont quand même assez tendus. Ok, ils gagnent 2-0 à la maison, mais on a vu que Salzbourg, mine de rien, avait des arguments. Et pour en profiter, on va passer à la partie 4, puisqu'on a embrayé sur Salzbourg. Messieurs,
est-ce que vous pensez que ça va être... Est-ce que la qualification est acquise? Alors c'est une question volontairement où je connais déjà la réponse, mais est-ce qu'il va pas à un moment donné, surtout en voyant cette prestation, se méfier un maximum, Tony? Moi, je trouve qu'on parle beaucoup trop de la finale aujourd'hui à Marseille. Exactement. Même si je pense pas qu'il y ait plus de répercussions que ça dans le vestiaire parce qu'ils sont lucides. Pour moi, c'est loin d'être fait. Parce que le match aller, le 2-0, il est totalement miraculeux. Ça, c'est clair. Il y a une réussite de dingue, il y a un arbitrage Complaisant. très favorable. Il y a le poteau. C'est solide, hein, Salzbourg. Et Salzbourg, c'est solide. C'est plus solide que Leipzig. Hein. Moi, j'ai trouvé ouais, que. Pourtant, ouais, mais quand tu vois le nom des joueurs sur papier, il y avait beaucoup plus je trouve, il y avait beaucoup plus de danger côté Leipzig que Salzbourg. Et finalement, on a été étonné de la solidité des Autrichiens. Ouais, vas-y, je pense qu'il y aura beaucoup plus de buts qu'au match aller. Voilà. Je doute qu'on réussisse à aller là-bas sans en prendre. Mais la bonne nouvelle, c'est pas une nouvelle puisqu'il faut voir, mais je pense aussi que l'OM a les moyens de marquer là-bas, mais je pense qu'il y aura beaucoup de buts. Est-ce que tu penses pas, Thierry, que ça va être, on va voir un match total, un match de football total, c'est-à-dire deux équipes qui vont aller de part et d'autre du terrain sans arrêt, quoi. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce style de match ou un match assez crispé où les occasions vont être rares? Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, alors là, j'ai pas d'avis. Je sais pas du tout ce que ça va être ce match. Je crois pas trop Garcia quand il dit qu'il va pour gagner, parce qu'à mon avis, il a pas toutes les forces pour vraiment le faire. Je crois qu'on va aller là-bas pour faire un match solide et résister et essayer de planter un ou deux contres sur chaque mi-temps en espérant qu'il y en ait un payant. Je pense plutôt qu'on va se mettre dans cette configuration, mais cela dit, je le dis sans être certain à 100% de ce que j'avance là. Ça va être très compliqué parce que ils sont bons dans presque tous les aspects du jeu. Au niveau jeu court, il est très difficile de leur prendre le ballon. Moi, je me souviens de séquences en première mi-temps jeudi dernier où tous les Marseillais taclaient dans tous les sens, ils n'arrivaient pas à choper le ballon, et Gustavo y compris. Effectivement, comme le disait Tony, on a eu énormément de réussites. Et je pense que ça va être l'enfer. Un peu aussi, hein, de la réussite. Oui, il en faut, mais ça va être l'enfer. Vraiment, autant la Provence avait dit bienvenue en enfer ou un truc comme ça jeudi dernier, et c'était bien trouvé. Mais je pense que l'enfer, ça va être là-bas parce qu'ils nous attendent, quoi. Et puis apparemment, ils ont fait tourner. Enfin, voilà. Moi, ce qui me fait peur en plus, c'est que contre la Lazio, ils ont été capables de mettre 3 buts coup sur coup, et que ça veut dire qu'ils en mettent un, ils vont se dire allez, on va le refaire. Et ça me fait peur. Ouais, c'est une équipe qui lâche pas, quoi. J'ai senti ça aussi à l'aller, où l'équipe, pendant 90 minutes, elle pouvait se montrer dangereuse. Surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'en ce moment, je pense qu'il y a comme un arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on a une équipe très offensive qui nous permet d'enquiller les buts, mais surtout, on a une fébrilité défensive. Je ne sais pas depuis quel moment exactement on pourrait le dater, mais qui est un petit peu masqué sur certains aspects. On l'a vu hier. On l'a vu aussi contre Salzbourg, tu as très bien dit Thierry, quand les joueurs taclaient dans tous les sens sur un joueur qui portait le ballon. Je pense qu'on n'est pas serein du tout défensivement parlant. Pas depuis l'absence de Mandanda, tout simplement. Non, parce que Pelé était très bon en plus. Mais oui, mais tu sais que ça joue quand même sur ta façon de jouer. Pour moi, c'est parce qu'on a cet axe gauche, ça vient souvent, si vous remarquez bien, de cet axe gauche, défenseur gauche plus, à ma vie. J'ai vraiment des doutes quant à notre solidité défensive de ce plan-là. Est-ce que peut-être je pense ça à tort, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez la même chose? Si Gustavo joue derrière, moi je serais déjà plus rassuré. Je pense qu'on va partir avec une sorte de 5-3-2 ou un 5-4-1. Et bon, après voilà, il faudra que ça résiste. Il faudra pas faire de faute. Ça va être très compliqué, mais je pense que c'est la seule option raisonnable vers laquelle on peut se tourner vers Garcia, quoi. Ouais. Donc il n'y a pas besoin de s'alarmer plus que ça. On est d'accord. Sur ce plan-là, il faut être inquiet parce que ça va être vraiment compliqué, quoi. C'est loin d'être gagné, quoi. Bon, ça va alors.
Si on, mais je pense qu'on va adopter vraiment la même tactique, la même façon de jouer que le match aller contre Leipzig. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée. Moi, je vous ai mis une composition à l'écran, à savoir un 4-2-3-1 classique, on va dire, avec Ocampos, Payet, Thauvin, Germain devant. Gustavo Sanson au milieu, le retour de Sanson qui, je pense, va nous faire le plus grand bien. Et Amavi, Rolando, Rami, Sarr en défense et Pelé dans les cages. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette compo ou est-ce que vous allez modifier quelque chose par rapport à ça? Ce serait pas la mienne, ouais, moi non plus. Ouais, allez-y, Gustavo, lâchez-vous. Gustavo, à mon avis, va derrière. Rolando, je sais pas s'il jouera. Ouais, je préférerais Camara. Mais ouais, bon, c'est vrai, moi aussi. Apparemment, il risque de pas pouvoir revenir. Et effectivement, je mettais peut-être pas Ocampos. Je mettrais Zambo avec Sanson avec Sanson et Lopez au milieu, quoi. Ouais. D'accord. Non, mais c'est voilà, je me posais la question. Moi, ça me semblait le système. Gustavo, Sanson, Lopez, tu mettrais? Ouais. Non. Zambo, Sanson, Lopez. Ah oui. Et j'enlèverai Ocampos. Ouais. Moi, je mettrais pas Lopez. Je vous le dis. Et on aura besoin on aura besoin de séquences où il faudra garder le ballon, le faire tourner, et là il est fort le petit, quoi. Voilà, parce que on n'aura peut-être pas le gaz pour aller devant, quoi. Donc tu joues à 4 derrière. À 5, moi je ferais un 5-4-1, quoi. Ouais, je laisserai ou Germain ou NG devant. Germain. NG. Et ben voilà. Non, Germain. NG. Si on joue à 5 derrière, je suis partisan de pas mettre Zambo parce que c'est bon, on est assez solide quand même avec les 3 défenseurs de derrière là. Alors attention, est-ce que, parce que vous revoyez un petit peu sur le système, par rapport, si vous faites un comparatif avec Leipzig, c'était plutôt un système où on avait plutôt 3 défenseurs et le reste, on va dire sur les phases défensives, oui effectivement 5, mais vous préférez un vrai système défensif à 5 défenseurs ou à 3 défenseurs, qu'on soit d'accord? Ah ben de toute façon, quand tu as le ballon, tu vas être à 3 derrière. Mais après, ouais, il y a une vraisemblablement, différente quand même. Mais... il devrait avoir le ballon le plus souvent. Le plus souvent, on sera, à mon avis, en 5-4-1. Ouais. Et en phase d'attaque, on passera à ce moment-là en 3-5-2. D'accord. Ouais, avec Bouna et Amavi, tu es obligé c'est plus fort qu'eux, ils se projetteront dans tous les cas. Plus que de vrais purs défenseurs droit et gauche, quoi. Alors j'en profite pour commencer à dire à ceux du chat des deux, donc de Periscope et de Twitch en direct, commencez à poser vos questions sur le chat les gars, on va les prendre dans la dernière partie qui va pas tarder à arriver. Juste, je vais poser une question, 2 questions même. Je vais poser le talk dernier, mais je vais avoir l'avis d'un petit peu plus de monde. Si on va en finale, si on a la chance d'aller en finale, est-ce que vous laissez Pelé dans les cages ou vous mettez Mandanda direct? Si Mandanda est apte, pour moi il n'y a pas photo. Clairement. Même après le match qu'il a fait ce week-end ou... Ouais. Bah ouais. Ouais, mais je sais plus que j'ai entendu dire quelqu'un, on joue pas pareil quand on a Mandanda ou Pelé derrière, et je suis entièrement d'accord. Non, je pose la question. Voilà. Mais tu peux décemment pas te passer de Mandanda s'il est apte à jouer la finale quand même. Alors moi j'ai un peu approfondi. Non, mais il n'y a pas d'histoire de récompense, il y a pas de... Non, pas ça, mais c'est une question de talent et de intrinsèque, quoi. Moi je trouve vraiment que les même bons Laura, ce qui dégage. C'est ça. Rien que ce qui dégage. Moi je suis défenseur, j'ai Mandanda derrière moi, je suis pas dans le même état d'esprit. Et la semaine dernière je disais mais Mandanda quand il va revenir, s'il a pas joué et tout ça, en fait Mandanda à chaque fois qu'il revient, il fait le taf. C'est pas comme Pelé justement qui quand n'a pas joué pendant un moment, il revient, c'est une catastrophe. Il faut qu'il enchaîne. Mandanda lui à chaque fois qu'il est revenu direct, il nous a sorti un gros match. Donc pour ça, finalement, par rapport à la semaine dernière, je vais te dire oui, sans réfléchir, Mandanda titulaire. D'accord. Bon, bah ça mérite d'être clair. Moi, je pense, j'ai vu s'élever quelques voix en disant que Pelé était quand même assez méritant. Bon, bah voilà. Mais tu te vois avec moi, non. Une feuille de match avec Mandanda sur le banc? Moi non, personnellement. Non, c'est juste pour répondre aux questions que je vois passer de temps en temps. Et en parlant de questions que je vois parler de temps en temps, imaginons le pire des scénarios possibles, les gars. On se fait éliminer là, ce jeudi. On accroche la 4e place. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Est-ce que vous allez
tout remettre en cause pour autant, parce qu'on a vu énormément de gens sur Twitter qui n'attendent que ça, de remettre tout en cause dès que ça va un petit peu mal, ou est-ce que vous pensez quand même qu'on a assez vibré cette saison pour se dire que c'est une belle saison? Je peux répondre? Vas-y René. Moi, d'ores et déjà, ma réponse ce sera que, vu la saison qu'on a faite, surtout par rapport au début, j'aurais beaucoup de mal à en vouloir à l'équipe, parce que c'est vrai que voilà, tu l'as dit, ils nous ont fait vibrer tout simplement avec une campagne européenne à laquelle on n'aurait jamais cru. Dans tous les cas, on est à la 35e journée, on se bat encore pour une 2e place au championnat. Donc, on nous avait quand même sorti au début de saison qu'au milieu de saison, on serait déjà plus dans le coup pour le podium. Il y a quand même pas mal de monde qui s'est bien planté à ce niveau-là. Donc, non, on a vibré. Ouais, c'est sûr qu'il y aura une certaine amertume si on n'accroche pas la Ligue des Champions ou l'Europa League la gagner. Mais malgré tout, on aura vibré. Et en tant que supporter, c'est, à mon sens, le plus important. Allez, je vais poser la dernière question de cette partie. Thierry m'avait demandé en off si on en parlerait, du coup on va en parler. Je suis obligé d'y passer. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette passe d'armes entre Don Olas, le pistolero, et notre jeune premier, Jacques-Henri Hérault? Thierry, vas-y, attaque dessus. Olas c'est un personnage tout à fait insupportable depuis de nombreuses années, mais j'ai l'impression que au plus les années avancent, au plus on est en train de voir le personnage dans toute sa noirceur, dans toute sa perversité. C'est un serpent venimeux. On l'a encore vu dans ses déclarations de samedi ou dimanche, lorsqu'il est allé faire un numéro vraiment de comédien à la fois surjoué et en même temps tout dans la maîtrise, et c'est là que c'est dangereux, ce genre de mec. Ça fout la merde, quoi. C'est un vrai fouteur de merde, et vraiment on n'est pas encore qualifié, donc ne parlons pas de ça, mais il va falloir vraiment se méfier si on est qualifié, parce que on va monter nombreux à Lyon. Ouais. Et comme je le signalais dans un tweet il y a pas longtemps, en regardant des archives, je me souviens moi de mon premier déplacement. En fait, j'avais 10 ans. C'était à Lyon pour un OM Strasbourg de Coupe de France en 1971. Donc ça remonte pas à hier. Et ouais, je pense qu'il y a eu pas mal d'entre vous qui n'étaient pas nés. Et très franchement, il y avait eu des problèmes. D'ailleurs, Dédé de Roca, le lendemain, avait titré sur la honte d'être Marseillais, quoi. Voilà. Et on était monté à 10 000. Et dans les 10 000, il y a comme ça se passe souvent, il y a toujours un groupe de couillons qui va foutre le bordel quelque part. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il est en train de préparer le terrain pour pouvoir vite mettre les projecteurs là-dessus et qu'on soit sanctionné par l'UEFA. Donc voilà, il faudra vraiment que tout le monde soit responsabilisé au niveau de ce déplacement, quoi. Est-ce que vous pensez pas justement que les groupes ont cette prise de conscience et de se dire... mais Julien, t'as beau dire les groupes, il y aura toujours les individualités. Il suffit de 2-3 gars qui commencent à provoquer pour que ça crée, pas une émeute, je vais quand même pas jusque-là, mais ça peut créer des incidents, ça c'est clair et net. Donc oui, il y aura certainement une prise de conscience des groupes, mais moi, comme l'a très bien dit Thierry, il y aura. Enfin, moi, je vois pas cette finale, si on y va, je la vois pas sans incident, malheureusement. Ouais, Tony, est-ce que tu as l'avis un petit peu de tout le monde là-dessus, et comment toi tu vois aussi cette passe d'armes avec Olas? Ce que je vois surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que là, on est vraiment à un moment crucial, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu dans 3 semaines. C'est la Ligue des Champions qui est en train de se jouer, quoi. Donc c'est l'avenir des clubs, c'est peut-être 50-60 millions d'euros qui sont en train de se jouer en ce moment. Donc je crois qu'Olas est bien plus intelligent qu'il n'y paraît en ce moment. Il n'y a pas une ligne dans ses tweets où il n'y a pas une faute d'orthographe. Donc ça le fait passer un peu pour un demeuré, mais c'est tout le contraire. Ce que je vois, c'est qu'on a un mec qui plus que jamais défend son club comme un dingue. On ne parle que de lui. Et pendant ce temps, Genesio, il est tranquille, son vestiaire, il est tranquille, et ça gagne. Et qui est devant et qui rigole, c'est l'Olympique Lyonnais. Parce qu'après, il s'en fout, lui, hein. Monaco ou Marseille. On avait Christophe Boucher, nous, dans notre émission tout à l'heure. Et il disait, voilà, ce qu'il faudrait, c'est de toute façon que pour rééquilibrer le championnat, et Olas et Hérault marchent main dans la main, parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre.
contre les avantages fiscaux de Monaco, contre l'argent, le puissant fond de Paris. Et là, ça me paraît compliqué quand même. Hein. J'ai deux choses pour rebondir sur ce que tu dis, Tony, pour montrer que c'est d'autant plus que je pense aussi. Est-ce que tu as en souvenir cette vidéo alors j'ai plus la date exacte, ça date un petit peu, mais il y avait une erreur d'arbitrage et Aulas en roue libre complet disait que ça coûtait des millions d'euros cette erreur d'arbitrage. Est-ce que tu l'as en mémoire ou pas? Non, je me souviens pas de ça. Alors moi je pense que ça a été le tournant du véritable Aulas. Ça a plus de 10 ans sur le dos peut-être cette vidéo, mais il a pris conscience que de maîtriser les arcanes peut-être de cette de la LFP, des instances en fait, pouvait lui rapporter beaucoup d'argent ou coûter beaucoup d'argent. Et je pense que, comme tu l'as dit, et même en allant peut-être un petit peu plus loin, Aulas surjoue pour créer une nouvelle rivalité OM Lyon et squeezer la rivalité OM Paris qui aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens. Moi je pense qu'il surjoue depuis des années, mais que là il commence à flipper parce qu'il se rend compte qu'en face il a quelqu'un qui est pas juste. Moi je pense que là, franchement, je trouve que ses réactions, c'est pas le même Aulas qu'on voit depuis des années. Hein, et il est un peu la caricature de lui-même. Il est un peu rentré dans les caricatures de. Il force le trait, quoi. J'ai une question pour Tony, moi. J'ai une question pour Tony, si je peux me permettre. Tony, bon, moi, en tant comme Julien, comme Gunther, on est des supporters. On n'est pas pro dans le journalisme ou quoi que ce soit, mais on a quand même cette impression que Aulas. Et on n'est pas dans le complotisme en disant ça, que Aulas tire quand même de temps en temps un peu les ficelles de certaines choses à la LFP. Toi, en tant que professionnel, avec certainement plus de recul que nous, qu'est-ce que tu en penses? Que tout est purement objectif ou il y a quand même un parti pris pour l'OL? Parce que quand je vois ce qui s'est passé à la commission de discipline, j'ai l'impression que la LFP a puni Hérault, qui a simplement défendu son équipe. En fait, il a défendu son équipe et il se fait casser pour ça. Et ça, je comprends pas, en fait. Bon, sur la commission de discipline, moi, j'ai pas tout à fait la même lecture. Je trouve que l'OM a été trop agressif. Dans quel sens? Je suis pas d'accord, Tony. Alors, je vais juste finir. Je vais prendre juste un cas. Je prends tous les derniers gardiens de l'Olympique Lyonnais à peu de choses près. Ils me gonflent tous autant que vous, je pense. Tous autant qu'ils sont. Donc, j'aimais pas Vercoutre, j'aime pas spécialement Lopez. Je trouve qu'ils c'est des mecs agressifs. Ouais. Mais aller devant la commission de discipline, pour moi, la priorité, c'est d'abord de défendre tes joueurs. Mais aller sur la commission de discipline, en laissant filtrer d'abord ce que tu vas faire, la veille. On sait ce qui va se passer. Donc, on donne déjà tout son jeu à l'adversaire. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va demander. Ça sort. Ça sort dans les médias. Première erreur. La deuxième, je veux bien que Lopez ait fait n'importe quoi. Mais aller demander 2 ans de suspension pour ça, c'est dans les prescrits du règlement. Non, mais tu vas pas. C'est un moment de conciliation, la commission de discipline. Là, tu y vas avec un bazooka, alors que tu as un mec en face qui dit au fait, vous avez vu Mandanda? Mais bon, juste, on vous rappelle ce qu'a fait Mandanda, mais on demande rien. Ok? Il y a un côté grand seigneur, mais c'est extrêmement bien préparé, extrêmement intelligent. Il y a d'un côté un club qui vient défendre ses joueurs, qui essaye d'atténuer au maximum la pression qu'il y a sur ses joueurs, qui dit Mandanda, il a fait ça, au fait. Hein. Mais c'est pas ça. On n'est pas venu ici pour enfoncer Mandanda. Et en face, tu as l'OM qui dit vous avez vu Lopez, le méchant? 2 ans de suspension. Il mérite 2 ans de suspension. Et de vous à moi, très franchement, il mérite 2 ans pour ce qu'il a fait? C'est un multirécidiviste. C'est un lyonnais, il mérite. Non, mais moi, j'ai honte. Moi, j'aurais eu honte qu'on sorte de la commission de discipline avec ce qui s'est passé là, 2 ans pour ça. Moi, j'aurais eu honte de sortir de là et avoir donné que 3 matchs pour Lopez. Tu vois. Oui, mais attends, moi je comprends le discours de Tony pour le coup. Oui, mais oui. Je comprends. De ce qui se dit et de partout, hein, on a été très mal défendu. C'est ça le truc. Il a voulu tester quelque chose qui n'a pas fonctionné. Je suis pas d'accord. Le résultat est là. On n'a pas été mal défendu, on a été bien défendu, mais ça fonctionne pas comme ça. La commission de LFP, voilà. Mais ça dépend si elle était correcte. La commission, tu lui demandes pas. Tu demandes pas à la commission, tu dis pas à la commission, il faut faire comme ça sur les joueurs adverses. C'est une suggestion. Avec les joueurs adverses, débrouillez-vous. On va pas vous expliquer la vie. En revanche, avec les miens, Rami mérite pas 3 matchs. Voilà. Rami ne doit pas repartir d'ici avec 3 matchs.
on peut pas accepter qu'au prétexte d'une présentation agressive par l'Olympique de Marseille de la situation, on peut pas accepter qu'au retour ça donne 3 matchs pour Rami et 3 matchs pour Lopez. Là, il y a une disproportion totale, et j'ai l'impression que cette disproportion, qui est le résultat du jugement, on le met juste sur le fait de la présentation agressive par l'Olympique de Marseille. Et voilà, et ça ne me convient pas du tout. Et c'est absolument pas normal d'entériner un argument pareil, quoi. C'est pas possible. Il y a les deux, il faut prendre les deux sens. C'est-à-dire que tu te dis d'un côté que les deux sanctions sont complètement irréelles. Hein. Moi, quand je vois les mêmes sanctions et pour Germain, et pour Rami et pour Lopez, je me dis que c'est complètement irréaliste. Le problème étant que tu leur donnes un argument pour juger les personnes comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en étant trop agressifs, ils vont justifier ça par ils ont été agressifs, ils ont pas. Mais Julien, mais non, ça ne doit avoir aucun rapport. C'est pas parce que tu as une défense ultra offensive que tu dois te prendre un tour de bâton par la suite. J'ai pas dit que c'était logique. C'est pas logique. J'ai pas dit que c'était logique. Je leur ai dit que tu te donnes le bâton pour te faire battre. Mais tu peux même pas justifier avec ça. Je suis désolé. Pour moi, c'est pas une justification. Moi, sur le seul point sur lequel j'aurais accepté qu'on nivelle les sanctions, à la limite, c'est entre Rami et Marcelo. Mais oui. Marcelo prend rien, enfin, il prend du sursis. Et Rami prend 3 matchs, puisque l'altercation, elle était surtout entre les deux. Là, c'est totalement incompréhensible, quoi. Et en plus, Lopez seulement 3 matchs, alors que, je veux dire, tout le monde a vu ce qu'il a fait. Oui. Et qu'en plus, il y a juste une contestation du médecin de la commission de la Ligue. Alors, je me suis renseigné, pourtant c'est un ponte, le mec, et qui va aller chercher en disant que la frappe, le poing pouvait pas toucher et la tempe et les cervicales. Je veux dire, bon, le coup de poing, il est réel, il est quand même assez fort, et que l'intendant de l'OM ait pu avoir des soucis derrière, moi je veux bien le concevoir, quoi. Donc ces éléments me semblent tout à fait mesquins et pas du tout recevables. Là où je te rejoins aussi, c'est de se dire que quand tu fais le comparatif avec d'autres sanctions pour d'autres joueurs qui ne sont pas de l'Olympique de Marseille, il y a eu le cas, le gardien de Saint-Etienne, Ruffier. Il y a eu d'autres cas dans la saison où les joueurs ont été très lourdement sanctionnés. À la limite, il n'y aurait même pas eu besoin d'avoir d'arguments ou de défense. C'est-à-dire que dans la gravité du geste, il aurait dû prendre entre 6 et 10 matchs. Voilà, peut-être pas 2 ans, c'est ridicule, ça c'est certain. Mais pour ça demande 10 matchs. Ouais, voilà, 10 matchs. Oui, mais c'est comme pour tout, c'est toujours comme ça. Mais ça aurait été pareil. C'est comme dans la justice, dans la juridiction civile ou pénale, hein, tu demandes 2 ans pour avoir 6 mois, quoi. Hein, mais demande 10 matchs et le mec il fait sa saison, elle est finie. Oui, mais vaut mieux se baser quand même sur le barème pour demander quelque chose. Là, c'est du bon sens. Hein. Moi, je comprends ce que tu veux dire, Tony, mais à partir du moment où il demande 2 ans, ok, ça paraît hallucinant. Mais je reviens là-dessus, c'est ce qui est marqué dans le règlement. Oui, mais tu pars. C'est une sorte. Oui, mais non, il n'y a pas. Tu pars ou tu pars pas. C'est comme quand tu plaides au tribunal, quand tu demandes 5 ans, tu sais bien que tu vas prendre 6 mois, alors que c'est 5 ans marqué dans le code pénal. Attends, c'est pas ce que je veux dire. Tu pars du principe qu'en fait, ces mecs-là connaissent, tu vois ce que je veux dire, connaissent le règlement sur le bout des doigts. Quand tu leur donnes 2 ans parce que tu espères 6 mois ou quoi, tu pars du principe là que ces gens réfléchissent comme ça mais c'est pas des gens qui sont issus du milieu judiciaire ou quoi, ils comprennent pas cet argument là, tu vois. Donc c'est arriver en posant 2 ans sur la commission. Faut pas appeler ça commission disciplinaire, je sais pas, faut arrêter de déconner. Non, et puis, ça sert à rien, attention aussi, on a comment dire, les comptes rendus de la Ligue, on a ce qu'a dit Aulas, mais tout de suite après, à part son tweet, j'ai compris, Hérault n'a absolument pas parlé. On n'a pas la version d'Hérault sur la manière dont il a présenté les choses non plus. Hein. On a l'équipe qui mais il a décrit comment ça s'est passé, mais il n'a pas réellement dit dans les grandes lignes. Il a écrit qu'en gros, Aulas, on le reçoit quasi avec la bouteille de champagne et que lui, on l'a à peine regardé. Quoi. Pour finir là-dessus, parce qu'après, on est un petit peu en retard, est-ce que ça vous étonne que notre président fasse une sortie comme ça dans les médias, justement? Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Il est temps. Non, mais il a raison de le faire. Il est temps qu'il monte au créneau. Ouais. Il a raison de le faire. Il y a un moment, il faut sortir les. Il y a un moment, il faut un peu renverser la table quand même.
Ouais. Il faut dire ça, les stops, c'est fini là, quoi. Voilà. Ouais. Je suis assez d'accord. Par contre, je suis pas du tout Vraiment. d'accord avec les tweetos qui ont dit que Hero s'était fait pisser dans la gueule par Olas. C'est pas du tout vrai. Ouais, il y a eu des tweets, hein, il y a eu pas mal de tweets c'est dans une ce sens-là. Hein. minorité, ça. Moi, franchement, j'ai jamais vu autant d'unanimité autour de. Ouais, mais j'en ai vu passer quand même qui ont dit que d'un président oui. de l'OM, c'est un truc de fou. Mais il y a eu quand même quelques personnes qui ont sorti que Hero s'était fait bouffer. Bah, écoute, C'est moi, pas vrai du tout. C'est juste que voilà, la commission n'a pas apprécié la méthode de défense et bah, on le saura pour la fois prochaine que. On va dire Faut y aller. on va dire qu'affaire à suivre. On va voir sur quoi ça va découler. En tout cas, ça fait quand même plaisir que le président monte au créneau. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas communiqué et surtout pour défendre son équipe, son club, quoi, tout simplement. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça et affaire à suivre. On verra. Encore un petit effort sur les supporters et on y sera. Ouais. Et d'ailleurs, grâce à cette interview et son attitude, je serai un peu plus clément sur les supporters parce que j'ai l'impression qu'il veut être totalement clean aux yeux de la ligue et tout ça pour que chaque parole qu'il dit, chaque acte qu'il essaie de faire pour que ça bouge, il n'y ait pas de comment dire, il n'est pas je sais pas comment dire. Ouais, il est inattaquable. Tu as compris quoi. Ouais, voilà. Ouais, enfin, si de suspendre les tribunes entières, ça serait bien aussi. Oui. Oui, bien sûr, Petit- bien sûr. Mais bon. Petit message, oui, ça serait cool qu'on arrive à vivre le plus de matchs possible sans de suspension. Ça, c'est... Ouais, il y a assez des suspensions de la ligue, il n'y a pas besoin qu'il en rajoute lui. Quoi. Exactement. C'est nul à chier ça. Voilà, c'est... Je pense que c'est pour, ça va être bien, à mon il va- avis, voilà, il fait peut-être ça pour amoindrir les sanctions. Mais, Il je pense qu'il va pas. arrêter. Je pense que là, suite à cette pense. histoire-là, il va arrêter ça. Bref, on est sur la dernière partie questions des auditeurs. Est-ce qu'il y a des questions? On sait jamais. Est-ce que tu en avais passé? Parce que j'ai pas regardé depuis tout à l'heure, à vrai dire. Alors j'en ai plus qu'une seule. Mince, attends. Mais c'est vrai qu'on y a beaucoup répondu au fil de l'émission. Oui, hein, oui, c'était sur Twitter. C'était Bernard Michel qui dit je ne suis pas déçu par notre parcours et notre jeu, mais j'ai l'impression que Garcia n'a pas fait progresser certains joueurs. Germain dans son jeu, qu'en pensez-vous? C'est vrai que Germain Sanson, moi j'ai. Le coach, il peut pas tout faire non plus, hein, c'est pas Harry Potter. Hein. C'est sûr. Ben voilà, j'ai répondu. Moi, ce que je voulais dire par rapport à, justement, tout à l'heure, par rapport au fait qu'il y en a qui devancent déjà sur le fait que si jamais on perd tout, que la saison aura été bonne, etc. Moi, je suis vraiment pas du tout dans cette, dans cette préoccupation-là. Il y a encore tout à gagner. Et tant qu'il y a tout à gagner, il est hors de question de se dire, bon, comment je vais le prendre si on perd tout, parce que là on s'en sort plus, on verra bien, mais là il y a encore tout à gagner, quoi. Même si le match d'hier nous a mis un petit coup au moral, voilà, il faut que les joueurs soient vraiment dans cette idée que ça dépend encore d'eux. Voilà, aujourd'hui, ça dépend encore d'eux. Bon, bah... Il y a... Attends, justement, il y a Mousticopathe, c'est pas une question, mais c'est une réflexion qu'on a déjà fait sur Twitter ou sur même pote, je sais plus. Plus on parle d'héros, moins on parle de la demi. Ah bon, on a parlé de la demi. Hein. Non, mais oui, mais est-ce que c'est parce qu'en fait, quand c'est Olas qui prend l'attention qui attire l'attention sur lui plutôt que ses joueurs, on dit waouh, qu'est-ce qu'il est fort. Mais là, au final, est-ce que Hero ne fait pas pareil? Bon, là, elle était un peu obligée là, hein, puisque la commission a été repoussée. Les interviews et tout ça, il était obligé de faire à ce point-là, que ça fasse le buzz sur lui. Ah ben oui, bien sûr, c'était lié, il fallait le faire, ouais. Tu vas pas te laisser pisser dessus éternellement non plus. Voilà, bah, sur ces bonnes paroles. Elle est belle celle-là. Hein. Ouais. Ah bah, appelons un chat, hein, écoute. Bon. Non mais je pense qu'on a répondu assez suffisamment à beaucoup de questions et de toute façon nous sort hors timing. Donc moi je vais en profiter pour remercier mes invités. Je suis très content de vous avoir reçus parce que ça faisait un moment qu'on voulait de toute façon et bah, ça s'est fait heureusement. Enfin, félicitations à nous. Hein. Voilà. Et bah, non, voilà. Ça a été un plaisir. Sympa. Juste une réflexion comme ça, moi ce qui m'a fait sourire, c'est que je sais pas, vous habitez tous les uns les autres, mais on sent qu'il n'y a pas que du Marseillais dans la ville. Alors, René Lebel. Ouais. Bah moi je suis du 8e à Marseille, enfin j'étais anciennement du 14e. Tu as Gunther qui est à Aix-en-Provence parce que il s'est embourgeoisé. Tu en as d'autres qui viennent de la région parisienne qui sont dans le top. Enfin, on est un patchwork. En fait, on est à l'image de l'OM, on est un patchwork de C'est ce que j'allais dire en fait. Voilà, c'est. Moi, il y a une chose que je supporte pas, c'est le côté l'OM était au Marseillais. Quoi. Merci. C'est vrai que... Enfin, moi je suis pas Marseillais non plus, hein, donc je le. Vous savez, non mais vous savez Je quoi viens très loin. Quand même. Je vais le. Non mais. Non mais voilà, pour reprendre une expression chère à un ancien président,
Marseillais n'ont pas le monopole du cœur de l'OM. Alors ça c'est vrai. Tout le monde, voilà. Non, ça, parfois c'est vrai. je vois, parce que on parle beaucoup des réseaux sociaux ce soir. C'est vrai qu'il y a des moments. Je reconnais qu'il y a aussi ceux qui font vivre le stade et qui sont là tout le temps et qui ont peut-être un peu plus un droit à la parole parce qu'ils ont vécu plus de purges, parce qu'ils mettent de l'argent, parce qu'ils mettent du temps, que d'autres mettent peut-être un peu moins. Après, l'amour de l'OM, bon, bah voilà. Non, mais c'est vrai, Tony, je suis d'accord. Alors, effectivement, le monopole de l'amour de l'OM, il n'est pas dédié qu'aux Marseillais, ça c'est clair. Mais moi, par exemple, parce que je suis plus vieux et j'ai mis longtemps avant de l'assimiler ça. Parce que moi, de mon côté, je ne comprenais pas pourquoi on pourrait aimer autant l'OM en n'étant pas rattaché ou à la ville ou par les tripes quelque part avec le club. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée de la télévision, etc., moi je comprends même pas qu'on puisse aimer deux clubs par exemple. Voilà, il y en a plein qui aiment deux clubs, voilà, y compris même des gens plus vieux que moi et qui viennent depuis plus longtemps encore que moi au stade. Mon meilleur pote avec qui je vais au stade il disait l'autre jour qu'il adorait Liverpool et que pour lui c'était un club de cœur, quoi. Après, mais voilà, je suis comme toi là-dessus. Moi, je considère pas qu'il y a comment dire, on peut aimer deux clubs, mais simplement il y a un truc qui m'insupporte en tant que Marseillais en plus, c'est de se dire voilà, comme l'a très bien dit Tony, il n'y a pas de monopole du cœur en ce qui concerne l'OM parce que il faut pas oublier une chose. Moi, je suis dans les virages, je peux vous le dire. Le 3/4 à l'heure actuelle, en début de saison, quand il n'y avait pas beaucoup de monde dans les virages qui venaient au stade, c'est souvent des gens de l'extérieur. En déplacement, c'est souvent des gens qui viennent même pas de Marseille qui se déplacent aussi. J'arrive même pas à comprendre, tu vois. Non, et puis moi c'est très souvent que je rencontre des gens qui font 500, 600, 700, 800, 900 km souvent. Exactement. En plus. Ce que ne ferait pas certains Marseillais. Moi-même, je fais pas les déplacements. Par exemple. Voilà, donc, je vais juste finir parce qu'on est en longueur, mais écoutez Tony vous faire vibrer sur France Bleu Provence en tant que non-Marseillais, du coup, et vous allez comprendre que comment on peut aimer l'OM tout en n'étant pas Marseillais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est le plus bel exemple. Et lisez aussi Thierry pour voir un Marseillais qui vous montrera toute sa passion. En tout cas, je veux aussi en profiter pour remercier nos sponsors, à savoir donc la savonnerie Le Sérail, le compte... Pardon, tu me fais rire, je fais ma propre pub. Le compte OM Passion, du coup, suivez-les sur Twitter, c'est un site fait par les Ultras. Et @exafootfr qui est le championnat des pronostics en France. En tout cas, nous, on vous dit encore merci pour nous avoir suivis ce soir. On vous souhaite une bonne soirée. Allez l'OM, tous derrière l'OM jeudi. Et Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Salut.